Je vois rapidement que les questions qu'on a pu avoir, c'est les contraintes qui peuvent être imposées aux producteurs de contenants plastiques, d'emballage, etc. Ben, il y a ces fameuses filières REP qui existent, qui obligent le premier metteur sur le marché, en fait, à payer pour de la mise en place de contenants. Et pour ce qui est de la restauration, euh, en fonction des matériaux aussi qui vont être mis sur le marché, peut-être Bernard, tu pourras préciser si tu le veux, plus l'emballage est complexe, moins il va être facile à recycler, à trier, etc. Pour l'emballage jetable, plus les cotisations seront importantes. Donc, on pense que ces fournisseurs-là vont petit à petit disparaître. En tout cas, voilà, être amenés à changer de modèle. Les verres, alors, sur la réglementation, donc on a un point dans le guide pour dire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. En gros, les plastiques jetables sont interdits. Jetables, ça a une définition aussi. C'est expliqué un petit peu dans notre guide, mais on peut repréciser, vous nous direz. Les plastiques jugés inertes, en fait, pour répondre à ça, je ne sais pas si Lise est encore présente. Non. Euh, voilà, Lise n'est plus là. En fait, le mystère de la composition des plastiques, ce qu'elle a évoqué, et que on se dit, je crois qu'il y a une étude récente qui a montré qu'il y avait 36 000 variétés de plastiques existants. Voilà, quand on les inventorie, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière un plastique, que le fabricant vous dira éventuellement, bah, j'ai choisi telle catégorie, sans préciser tous les additifs qu'il peut y avoir. Donc, il n'y a pas d'inertie, a priori, prouvée dans aucun matériau en plastique. Euh, que faire donc, du plastique jetable à mettre au recyclage, des carafes d'eau en plastique, des assiettes en matériaux plastiques réemployables? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour moi, ça va aux ordures ménagères, parce que normalement, les emballages ou dans la poubelle jaune en recyclage, mais ça va pas. Est-ce que là-dessus, peut-être que Bernard, tu as un avis? Alors, tout ce qui est plastique, aujourd'hui, on a la collecte élargie des plastiques. Hein, c'est CITO, elle est Oui. obligatoire. Donc, que ce soit les films plastiques, les pots de yaourt ou le citoyen, il n'a plus à être concerné, à se poser des questions. Hein. Tout va dans ce flux et tout part au centre de tri. Et ça crée, alors, bon, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas toutes des filières, ce qu'on appelle le flux de développement qui est géré par Citeo. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, nous, on a encore conservé une aide sur l'aide à la restauration collective. Mm. C'est pour j'allais dire, passer du plastique à l'inox ou au verre, par exemple. C'est quelque chose qui va se terminer très rapidement parce que les éco-organismes vont rentrer en jeu au 1er janvier 2025. Là, il y a encore une phase un peu de flou, mais ils vont rentrer en jeu au 1er janvier 2025 et nous sortirons du jeu puisque à partir du moment où c'est réglementaire, nous n'avons plus apporté d'aide. Notre aide était incitative, nous. Ouais, Voilà ce que je peux dire. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alix. oui, oui, très bien. Oui. Je voulais citer aussi, il y a sur le site de Agores une petite synthèse du rapport qu'on attend, voilà, qu'on aura tous en septembre, mais déjà qui reprend les éléments de synthèse un petit peu qu'a finalement plus précisé Maxime, mais si vous voulez avoir un écrit, c'est aussi sympathique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a largement dépassé d'un quart d'heure. Euh, Alors, on a une question. Je renouvelle la vaisselle mélaminée des crèches. Remplacement par vaisselle en verre et en inox. Mais effectivement, dois-je l'éliminer dans la poubelle des ordures ménagères classiques? un plastique, si on considère qu'on met tous les emballages dans la filière Alors, plastique. la vaisselle n'est pas un emballage, donc ne va pas dans le bac de tri. Donc, effectivement, ça va aux ordures ménagères. Voilà, malheureusement. Sauf, on peut penser aussi à la seconde main, mais là, c'est un autre sujet. On peut l'amener à une ressourcerie, par exemple, pour que ces produits aient une deuxième vie, mais c'est un autre sujet parce que, il y a toujours des problèmes sanitaires associés à ces plastiques. Donc, voilà. On va transférer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait eu une question, on nous demandait aussi euh, pourquoi il existe toujours des sacs plastiques sur les marchés. Alors, il y a deux catégories de sacs plastiques et ça, vous l'avez dans le guide.
Il y a le sac de caisse en plastique épais qui reste autorisé. Donc, c'est un sac comme les sacs de vêtements classiques qu'on trouve dans les magasins de vêtements, un petit peu épais. Il est considéré comme réemployable. Il fait plus de 50 microns d'épaisseur. Donc, lui, il est autorisé à la caisse dans les commerces et dans les marchés. Après, pour l'emballage direct des aliments, on a droit à des sacs fins en plastique. Je crois que c'est à 50% biosourcé depuis cette année, en tout cas, enfin cette année. 50% de plastique biosourcé. Et c'est ceux que Mélissa a montré tout à l'heure dans le diaporama de les photos de notre ami du CPIE de la Côte provençale qui avait mis son sac dans l'eau. Le sac biosourcé, il est censé être aussi OK Compost Home, compostable en compostage domestique. Ça marche pas très bien. Mais du coup, ces sacs sont autorisés pour l'emballage direct des aliments. Donc, les fruits, les légumes, les olives, les choses comme ça. Mm. Pas à la caisse. Voilà. On peut peut-être préciser qu'ils sont quand même déconseillés et par l'ADEME et par les services sanitaires. Donc, donc autorisés, mais vraiment pas conseillés. Voilà. Et Ouais. après, on trouve aussi des sacs illégaux, c'est clair. Donc, c'est selon les marchés, selon les collectivités, la façon dont elles s'emparent de ce pouvoir de police aussi, d'aller sanctionner, alerter. À Écosciences Provence, on a un label marché engagé. On essaie d'accompagner vraiment les commerçants parce qu'effectivement, c'est compliqué. Ils ne sont pas forcément au fait de la réglementation. On trouve des solutions interdites en France qui sont autorisées dans d'autres pays d'Europe. Donc, les fournisseurs ont encore ces solutions. C'est encore la question. Bernard, pardon, je te laisse. Oui, bon, après, il y a aussi les sacs en papier hein, qui peuvent remplacer parfois les sacs en plastique à usage unique. Mais c'est vrai que la pirouette faite sur un plastique, un sac en plastique plus épais en disant qu'il est réutilisable, ça a été un moyen de pénétrer le marché finalement en vendant plus de plastique. Et bon, ben, ces sacs-là, on ne sait pas vraiment s'ils seront beaucoup réutilisés aussi, quoi. Hmm. C'est ça. On essaie d'accompagner les consommateurs aussi en disant mais passez à du réemploi. C'est vrai que c'est un enjeu de société pour moi, hein, tout ce qu'on a évoqué, que Maxime a bien précisé aussi dans le côté opérationnel, c'est un changement d'optique de son activité professionnelle. Là. Euh, mais on est à une étape de la société où on se dit, par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux de société, par rapport aux enjeux économiques aussi, voilà, on est à une étape de transition et on vous encourage vraiment à la saisir, à passer le cap. Accompagnez-vous de tous les acteurs. Voilà, on a pu citer plein de ressources. Euh, Sachez qu'il y a une réelle énorme attente des consommateurs. Ça a été dit à plusieurs reprises, mais on peut vraiment s'appuyer sur ça aussi. Les collectifs cantines sans plastique qui fleurissent un peu partout, on sent ce mouvement à tous les niveaux de la société. C'est mûr, c'est prêt pour passer à l'action. C'est pas facile, mais on est prêt. Je pense que c'est le moment. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on Oui, libère? on a eu une Oui. autre question. Inox ou verre en crèche auprès des enfants, du recul sur cette utilisation pour pour les enfants, pour les professionnels. On n'a pas pour le moment. On va pouvoir interroger des experts sur le sujet pour pouvoir vous répondre. À moins que Maxime, toi, tu es dans... Non, tu n'es pas dans les... Mais du recul à quel niveau c'est quoi? Sur la toxicité, sur l'impact sur les aliments qui sont contenus dans ces emballages, dans l'inox ou le verre, ou c'est le poids, les troubles musculo-squelettiques en Mhm. cuisine? C'est quoi la question, hein? Non, peut-être que la personne qui a posé cette question souhaitera prendre la parole. Le verre, c'est inerte, hein, je veux dire, bon, s'il y a vraiment un emballage qui n'émet rien vers la nourriture, c'est bien le verre, hein. C'est aussi l'esprit du guide et je pense de nos réflexions, c'est de se dire tout le temps, on n'a pas une solution évidente qui réponde à tous nos critères, qui soit idéale, qui soit adaptée. C'est vrai que vous allez tenir compte de vos contraintes. Alors, le public, enfant, effectivement, l'aménagement, l'espace, le poids. Comme l'a dit Maxime aussi, on a des verres qui sont beaucoup plus légers. Il y a eu un travail fou. Il y a des aciers qui sont micro-ondables. Il y a toutes sortes de solutions techniques, vous verrez dans les dernières créations des fournisseurs d'emballage pour la collectivité notamment.
pour de la mise sous vide partielle, pour l'empilabilité des contenants, etc. Il y a énormément d'avancements sur ces sujets. L'idée, c'est après de vous poser vous en vous disant quelles sont mes contraintes au sein de mon public de mon espace, de l'organisation que je peux avoir. Et ça, c'est voilà, c'est difficile pour nous de dire il y a une solution idéale. Et on a eu un dernier commentaire de Laura qui nous dit: Je souhaite inciter les artisans commerçants à inciter leurs clients à ramener leurs contenants. Gros problème cependant au niveau hygiène, surtout pour les chocolateries, pâtisseries, boucheries. La réglementation n'est pas claire et leur responsabilité peut être mise en jeu en cas d'intoxication alimentaire. Qu'en pensez-vous? Alors, théoriquement, la réglementation, elle dit que le professionnel est tenu d'accepter le contenant du client s'il le juge, sauf si manifestement il le juge impropre, inadapté. Par exemple, il n'est pas étanche alors qu'il va falloir mettre quelque chose d'étanche dedans, ou il a l'air sale. Mais voilà, la responsabilité normalement du commerçant est évitée. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les expériences de commerce qui le font. Nous, chez nos commerces engagés, on a un réseau de 800 commerçants. On en a quelques-uns qui ont passé le cap de la consigne, de l'acceptation des contenants, d'autres qui sont passés à la consigne, c'est encore une autre étape. L'acceptation des contenants des clients, ça se passe bien. Il faut qu'il y ait une petite affichette qui le précise, ça aide énormément au retour des contenants. On a vu des traiteurs qui, avec une petite affiche pensez à rapporter votre propre contenant, arrivent à un taux de 30% de clients qui viennent avec leur propre contenant, ce qui pour nous est énorme. Enfin, en une année, là, on constate des résultats. Donc, pareil, la clientèle est prête, la clientèle n'est pas forcément prête. Enfin, on lave sa vaisselle chez soi. On ne va pas aller chez un commerçant avec un pot dégoûtant pour se faire fournir un repas. Donc là aussi, je pense qu'il faut avoir du bon sens. Il faut s'appuyer sur l'expérience et témoignages d'acteurs existants. Et ça, on va vous en fournir petit à petit aussi de plus en plus. Euh, et y aller. Michel, c'était vous qui vouliez préciser quelque chose pour les petits lutins? Non, pardon, vous êtes juste montré. Non, c'est Est-ce bon, qu'il y a la personne, enfin, a priori, on a répondu aux questions de ces deux personnes, enfin, des deux dernières personnes qui nous ont posé des questions. est-ce que vous avez encore des questions en direct, hein, sans les écrire, vous pouvez. Non, j'ai l'impression que non. Alors, on vous remercie infiniment pour votre présence, votre patience d'être resté aussi longtemps. J'espère qu'on excuse encore Claire Poulain et on remercie aussi Bernard et tous les intervenants qui sont adaptés à ces cadences. Pas très bien maîtrisées, on s'en excuse. Merci et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, on renouvelle l'atelier donc la semaine prochaine. Il est toujours possible de s'inscrire. Si vous avez des questions, des retours sur le guide, faites-les nous, soyez critiques autant que vous voulez. Pour nous, c'était vraiment intéressant dans notre démarche par rapport à ce guide, c'était synthétiser notre expérience, mais surtout recueillir justement des questions, des remarques de la collectivité, du groupe, pour s'améliorer. On est dans cette démarche-là et c'est ce qui nous passionne dans ce projet. Donc, merci encore infiniment. Euh, je je sais pas s'il y a des questions. Mélissa, est-ce que tu veux Oui. qu'on fasse? Vas-y. Alors, donc il y avait une première question, Lise. On a parlé, enfin, a répondu sur le fond, mais je pense que c'est bien c'est important comme question, qui était de savoir si les gobelets en carton se jetaient aux ordures ménagères. Lise, est-ce que tu veux répondre si tu es avec nous? Pas si elle était, elle avait répondu que, effectivement. Enfin, Oui, t'es Oui, là, t'es là, Lisa, vas-y. voilà. je suis là, il n'y a pas de souci. Effectivement, donc, les gobelets en carton se jettent dans le bac à destination du recyclage. Ce n'est pas parce qu'il y a une couche plastique qu'ils ne seront pas recyclés. On n'en refera pas des gobelets en carton, mais il y a des filières qui existent et il faut absolument les mettre dans le bac de recyclage. Et ce sera recyclé, mais uniquement pour la fibre papier. Et en précisant que ça nécessite énormément d'eau, d'énergie pour recycler en plus ces matériaux-là. Vous aurez compris, c'est vraiment pas une solution.
Oui, c'est ça. Mais il ne faut Voilà. pas confondre le message. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a du plastique à l'intérieur qu'il faut complètement arrêter de trier. Si on consomme des gobelets en carton, il faut absolument les trier pour essayer de les faire recycler au maximum. Je précise simplement, on a différents acteurs monégasques que du coup, les consignes de tri sont pas exactement les mêmes, hein, entre Monaco et la France. Voilà, donc La réglementation non plus. Donc, notre voilà. guide sur le point réglementaire n'est pas adapté à Monaco. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Pourquoi le message biodégradable reste encore sur les sachets de fruits et légumes? Alors, je refais une toute petite précision sur la réglementation sac. Les sacs, parce que c'est aussi une question qu'on a eue à l'autre atelier, les sacs de caisse actuellement qui restent autorisés sont des sacs épais en plastique, donc de plus de 50 microns d'épaisseur, considérés comme réemployables. Pour l'emballage des aliments, donc des fruits et légumes, des olives, enfin, qui sont des fruits et légumes, voilà, l'emballage direct des aliments hors caisse, on a droit à des sacs biosourcés, donc à 50%, et compostables en compostage domestique. Donc il y a deux normes, NFT 51800 ou un label OK Compost Home ou quelque chose d'équivalent. Il y a d'autres labels qui équivalent à ça. Ça doit être mentionné sur le sac. La mention biodégradable, elle est beaucoup trop vague. Ça veut juste dire ça se dégrade sous l'action naturelle de bactéries, du vent, de l'eau, etc. Ça va se dégrader sans résidus nocifs, mais ça ne se dit pas si c'est dans 5 ans, dans 3 mois ou dans 1000 ans. On n'en sait rien. Et sur les plastiques, on manque carrément de recul aussi. Donc, ça n'existe pas depuis très très longtemps, les plastiques. Donc, dès que vous voyez une mention biodégradable, une mention bon pour la planète, bon pour l'environnement, ça, ce sont des mentions interdites. Donc, alerte. C'était aussi quelque chose que je voulais préciser, c'est qu'il y a beaucoup de messages qui sont du bon sens. Alors, l'intervention de l'ADEME vous a alerté sur le greenwashing. C'est vrai que notre cerveau est formaté, on voit du vert, on se dit c'est écolo, c'est bon, etc. Voilà, tout le cœur de ce message de cet atelier de notre guide, nous, c'est faites-vous confiance, soyez super attentifs, lisez bien tout ce qui est marqué, essayez d'obtenir gratter sur les sites internet fouillés, parce qu'effectivement, les infos, on les trouve en les cherchant dans l'ensemble. Donc, et quand vous voyez des mentions qui sont euh, effectivement du type biodégradable bon pour la planète, dites-vous que c'est suspect et partez ailleurs pour moi. Enfin, voilà, c'est nos recommandations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mélissa? Alors, Peut-être pour Maxime, plus des questions techniques, restaurateurs, s'il y en a, puisque Maxime a oui. la gentillesse de se consacrer du temps et il est assez débordé. Alors non, j'ai pas de questions en restauration collective particulièrement. Si on en a qui viennent, Maxime, on te les fera suivre dans Eh ce cas. bien, tant mieux. Parfait. Très bien. C'est que tu as été complet et précis et Oui, voilà, pas voilà, besoin de voilà. réponse. Impeccable. Impeccable. C'était super de comprendre les différentes catégories de où on peut se situer et de sentir qu'il y a ce réseau effectivement encore qui soutient pour la mise en route, le respect de la loi et pas que. Oui, oui, et puis entre l'arbre et puis entre l'arbre, pardon, et Conscience Provence et Agresse, on avait travaillé puisque votre guide il est mentionné dans notre recueil il est mentionné dans votre guide. Bref, le but c'est que tout ça soit pas fait en silo, hein, que on soit tous des acteurs interfacés les uns avec les autres et que bah, on se partage du contenu. Avance quoi. Ouais, merci. Merci encore et bonne journée, Maxime. Alors, Au revoir. Ciao. effectivement, Au revoir. deux bons moments consacrés. Voilà, super. Euh, du coup, juste dans la lignée sac, on avait juste des observations, on va dire, des constatations de recrudescence de sacs dans les bacs à compost, j'imagine, dans les composteurs. Oui. Alors, effectivement, ça Et c'est. une question, s'il y avait des contrôles sur le respect de la réglementation et qui fait ces contrôles? Alors, sur les contrôles, effectivement, Cécilia a répondu en disant qu'il travaillait aussi sur ce sujet. Les contrôles, par exemple, sur les marchés peuvent être faits par la police municipale. Dans les commerces, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des contrôles qui se font dans la réalité. Je pense que la DGCCRF, des organismes comme ça, sont susceptibles de le faire. Euh, voilà, on n'entend pas beaucoup parler de commerçants qui sont punis sur ce côté-là. Enfin, voilà. La pression publique peut-être est plus forte. Le recours au sac en papier ou au sac en plastique, j'ai vu aussi cette question-là.
Les analyses de cycle de vie ne sont pas très bonnes non plus pour les sacs en papier. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est une solution vertueuse parce que voilà, selon qui commande l'analyse de cycle de vie comparative pour le coup entre les deux sacs, on voit que la création de sacs en papier nécessite de l'eau, crée de la pollution de l'eau, comme l'a évoqué aussi Lise tout à l'heure, comme le carton, hein, le papier carton, c'est à peu près la même chose. Euh, donc c'est bon, le recours au sac en plastique, c'est pas génial, mais le recours au sac en papier, c'est pas génial non plus. Ce qu'il faut, c'est éviter l'usage unique si vous voulez vraiment avoir une solution vertueuse. Si je peux me Après, permettre oui, pour pardon. rajouter quelques chiffres par rapport à ça, il faut bien avoir conscience que très grossièrement, prenez les chiffres vraiment de manière très vulgarisée. En gros, l'impact d'un emballage jetable, ça va être 2 tiers à la production et 1 tiers à l'incinération ou à l'enfouissement. Si on prend du carton, en fait, on est plutôt 50-50 parce que à l'incinération, parce que en fait, bah, c'est un peu comme brûler directement des arbres. Là où le recyclage a quand même un impact, c'est-à-dire que bah, du coup, vous réduisez cet impact à la fin de vie et vous réintroduisez la matière dans la production. Le mieux reste de ne pas produire le déchet, bien entendu. Ouais, c'est plus précis. Et l'autre point qui concernait les sacs biosourcés qu'on trouve effectivement dans les composteurs, mais effectivement, c'est vraiment très problématique. Ça vaut la peine peut-être de mettre des messages d'alerte sur les composteurs parce que même l'ADEME qui a fait des tests de dégradation des sacs donc dans des composteurs domestiques selon les normes officielles, c'est-à-dire en les gardant à 20 degrés pendant 4 mois, etc., a constaté que ça marchait pas très bien. C'est-à-dire que les recommandations, c'était de l'ordre, coupez le sac en petits morceaux, mettez un sac au milieu du compost, un seul, n'en rajoutez pas tous les jours, remuez bien tout ça, et encore une fois, dans un composteur domestique qui n'est pas dans une salle d'expérience, on ne reste pas à 20 degrés pendant 4 mois sans bouger. Donc on passe en dessous, on passe au-dessus, on n'a pas les bonnes conditions, le sac se dégrade mal. Donc même l'ADEME conseille de ne pas mettre les sacs en plastique, théoriquement compostables en compostage domestique, dans les composteurs domestiques ou les composteurs collectifs. Donc voilà, c'est ma seule recommandation, c'est essayer d'afficher, de mettre ces infos. C'est vrai que c'est pas une solution. Dans le compostage industriel, ça marche un peu mieux quand on aura de. Voilà, mais on n'a pas beaucoup d'unités de compostage industriel en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mélissa? Alors, il y avait une question concernant le prix des bouteilles en verre. Enfin, c'est une question d'observation peut-être, qui reste 2 fois le prix d'une bouteille en PLA, par exemple. C'est une bonne observation. C'est clair, c'est pour le moment, effectivement, mais l'idée, c'est de réemployer, donc effectivement, de passer de plus en plus à du réemploi. Je ne sais pas si vous parlez de bouteilles d'eau ou de bouteilles de. Parce qu'on peut boire l'eau du robinet et donc éviter complètement l'emballage de la bouteille d'eau en plastique. C'est aussi ce qu'on prône, hein, c'est aussi une solution. Avec enfin, c'est clair qu'en termes d'investissement de départ, la bouteille en verre est plus lourde. Par contre, on a vu qu'en termes d'impact écologique, le réemploi a tout son sens. Donc, on vous encourage à aller vers ça. C'est ça. D'autant plus que la bouteille en PLA n'est pas recyclable et donc du coup, c'est un déchet qui sera enfoui. On n'a peut-être pas, enfin, si Lise l'a évoqué, l'a dit aussi, mais voilà, le plastique biosourcé, ça veut dire aussi plastique avec ces additifs mystérieux qu'on ne connaît, qui risquent de migrer enfin, à la fois le plastique migre dans les aliments et les additifs qui peuvent être mis peuvent migrer aussi, donc dans l'eau, dans ce qu'on ingère. Donc, c'est pas parce que ça s'appelle PLA ou plastique à base de pommes de terre, de crustacés, de ce que vous voulez, de noyaux d'avocat, on- qu'on n'a pas ce risque sanitaire aussi. Euh, Moi, je voulais dire aussi, peut-être ajouter, sauf s'il y a d'autres questions encore, Mélissa. On parlait de. Il y avait une observation plus. Enfin, oui, c'est une question. Est-ce qu'une campagne d'affichage pourrait être envisageable à l'échelle régionale, justement, sur toute cette problématique plastique? Alors, on va poser la question à la région, là, qui n'est pas là, mais avec plaisir. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que là, c'est national, pas Monaco, mais l'ADEME a encore des aides pour le passage au réemploi, fournit encore des aides avant, notamment pour la restauration collective. L'ADEME aide
tant qu'on n'est pas, tant que la réglementation n'est pas active. Donc jusqu'au 1er janvier, vous pouvez encore solliciter des aides pour passer au 2025. réemploi. Pardon? Oui, 1er janvier 2025. 2025. Oui. Voilà. Donc vous avez encore toute cette année. Si vous souhaitez passer au réemploi, vous serez des précurseurs avant la loi. Donc vous pouvez être soutenu. N'hésitez pas. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas à mettre votre vidéo en route hein, ou à intervenir directement, prendre la parole. Vous pourrez donc contribuer si vous avez d'autres questions par la suite, nous envoyer des mails. Vous avez donc sur le site Écosciences le guide, la V1. Il y aura donc une version V2 qui va sortir fin septembre. Florence, vous avez une question? Oui, bonjour. Pardon, bonjour. Moi, je travaille dans une collectivité locale et là, je participais à votre webinaire là surtout pour les crèches. Et j'avais une question là que je pose plusieurs fois parce que ce changement qui a commencé, hein, donc elles ont déjà commencé à remplacer leur plat, etc. Ça coûte de l'argent. Et donc, je crois que vous avez répondu là juste avant. Est-ce qu'il y a moyen pour du remplacement de matériel? Elles m'ont parlé notamment de bols pour leurs robots ou quelque chose comme ça, qui coûte assez cher. Donc, on a 3 crèches sur le territoire et peut-être qu'on pourrait faire des achats groupés. Et est-ce qu'il y a moyen de répondre, enfin, d'avoir une petite subvention que pour du matériel, par exemple? Voilà. Eh bien, je pense que oui, avec l'ADEME, oui. Avec l'ADEME. Oui. Mais il faut Alors, répondre à un appel à projet ou c'est... non, je pense que là, c'est des demandes au fil de l'eau sur, voilà, sur si vous avez un projet d'ici la fin de l'année. Ils ont insisté au dernier atelier. Donc, c'était Bernard Vigne de Oui, l'ADEME. oui, Voilà, j'ai vu tout à l'heure. OK. n'hésitez pas à Ouais. solliciter. Et après, je me posais une autre question aussi. Je ne sais pas, d'autres collectivités ont peut-être eu le cas. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'avoir comme une espèce de diagnostic qui pourrait être posé? Alors, je répète, nous, on est une toute petite collectivité et donc moi-même, j'ai plusieurs chapeaux et du coup, je ne suis pas spécialiste dans un domaine, mais un petit audit pour voir ce qui pourrait être amélioré. Il y a plein de choses qui peuvent l'être. Un regard extérieur, est-ce que c'est possible aussi ça, de peut-être de demander, je sais pas moi, un diagnostic ou peut-être un cahier des charges ou quelque chose comme ça qui existe déjà sur d'autres ou qui a été fait sur d'autres collectivités? Tout à Alors, je fait. pense. La charte, il y a la charte régionale de l'arbre. Donc, vous Oui, pouvez donc on a signé un contrat d'objectif avec la région et dans ce contrat d'objectif, il y avait obligation de contracter avec l'ARB, ce qu'on a fait. Mhm. Donc voilà, peut-être vais me tourner vers eux. Je pensais aussi peut-être qu'ils pourraient nous aider, oui, dans ce sens. Ok. Voilà, il peut y avoir ça. Nous, dans notre guide, on a essayé de poser les fondements de l'autodiagnostic un petit peu, mais on l'a effleuré. Enfin, vous avez dû voir, mais effectivement, c'est vraiment analysé par rapport au public cible, quelles sont vos contraintes, quelles sont les marges d'avancée. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, enfin, d'avoir aussi euh, en tête ce que disait Maxime sur le fait, et ce qu'on essaie de pousser en disant, allez-y aussi vite que vous pouvez finalement vers des solutions de réemploi parce que il n'y aura pas le choix. C'est-à-dire qu'on voit que même il y a une filière REP là sur les emballages de la restauration collective. Oui, On voit que quand ils classent les matériaux, ben, effectivement, ceux qui sont, enfin, voilà, tous les plastiques, tous les matériaux mixtes vont être beaucoup plus taxés que des matériaux simples. Donc, en fait, voilà, essayer d'avoir du monomatériau euh, et effectivement faire cet inventaire. Je pense qu'aussi que dans les travaux que Maxime a évoqués, qui sortiront en septembre du coup je ne trouve plus le nom, du groupe technique plastique, enfin issu du groupe technique plastique du Conseil national de la restauration collective, il y aura aussi sans doute de la procédure pas à pas, comment je fais mon autodiagnostic peut-être. Et après, si vous avez besoin de ressources, on peut aussi interroger nous les réseaux pour savoir qui voilà, peut vous aider sur ces autodiagnostics. Mais je pense que Claire Poulain de là aussi est une source, mais on va chercher.
Moi, je suis en contact avec elle, donc Ouais, mais justement, je très me bien. suis dit que je vous poserais la question parce que je suis là, mais j'ai aussi contact avec elle, donc voilà, Parfait. je Très Il y a bien. pourrais. un acteur intéressant aussi qui pourrait répondre à une partie de vos questions, j'imagine. Par contre, son nom m'échappe, Alix, qui nous ont formé la Belle Vie. La belle vie, ah oui, bien sûr. Voilà, La Belle Vie, qui est un acteur, tu t'en parleras mieux que moi, j'imagine. Ouais, c'est un acteur qui accompagne les crèches vers des pratiques éco-responsables que D'accord. vous connaissez peut-être, qui est vraiment qui a de super compétences, notamment oui, sur tout ce qui est entretien, aménagement. Alors, je ne sais pas si sur mais je pense que sur ce sujet-là aussi, ils sont bons. La Belle Vie, donc le réseau La Belle Vie pour les crèches. Euh, Leur objectif, voilà, c'est vraiment d'essayer de limiter au maximum la présence de polluants de toute forme qu'elle vers les soit enfants. Ouais, dans les crèches. Donc, ça passe ok. par le mobilier, par l'entretien, enfin les produits d'entretien. Et j'imagine, mais si c'est Oui, pas les le cas, contenants, ouais. ou Mm. n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, hein, j'imagine aussi tout ce qui est vaisselle. A priori, enfin, voilà, ça paraît normal que ce Ça soit qu'il s'appelait y ait pris en compte. Ça s'appelait autrefois Écolo Crèche. Donc effectivement, c'était voilà. Mais maintenant, c'est un gros réseau qui accompagne aussi des centres de loisirs et des. Enfin, voilà, donc ça peut être aussi une ressource. Euh, euh, vous pouvez aussi intégrer la démarche Mon Resto Responsable, donc qui est vraiment gratuite, etc., qui peut vous aider à poser des pistes d'action. En fait, dans Mon Resto Responsable, ce que j'ai pas évoqué, c'est qu'il y a une étape aussi après l'autodiagnostic. Donc c'est vous qui allez remplir un Mhm. questionnaire qui dure à peu près 1 heure. Et vous pouvez avoir la visite d'un père. Donc on essaie de trouver un acteur du même de la même catégorie qui puisse venir vous voir et faire la visite de votre établissement, échanger sur lui ses changements de pratique qui lui ont paru faisables, les engagements qu'il a essayé de prendre et voilà, avoir cet échange. Mais vraiment là, c'est vrai que ouais. Et vous, votre guide là, il est déjà en ligne, enfin on peut le Oui, trouver. Tout Oui, à hein. fait. D'accord. Sur Écosciences Voilà. Provence ou sur Parce que je l'arbre sais plus, il y en génétique. a un qui sort en septembre, c'est celui dont tu as parlé, l'intervenant juste avant, c'est ça, Oui, non? Voilà, Oui, oui, alors nous il y a... aussi, on aura la V2 en septembre. C'est ça. On a fait une première version. L'idée, c'était d'avoir ces ateliers pour voir, d'après les questions, s'il manquait des choses, d'avoir aussi tous les lecteurs qui nous font des critiques, des commentaires positifs ou négatifs, et d'avoir de nouveaux fournisseurs aussi qui puissent candidater sur la partie catalogue pour qu'on puisse les référencer. Parce qu'effectivement, on a développé un score en fonction des 4 critères que Mélissa a présentés de durabilité, de Mm. fin de vie, etc., qui permet aussi de les noter et donc de se dire, ça fait aussi un critère, voilà, dans les marchés publics peut-être, j'en sais rien, de dire on a envie de quelqu'un qui se différencie dans tout, enfin voilà, ce qui peut servir. Donc il y aura une V2 de ce guide fin septembre aussi. Et effectivement, le guide du CNRC, le guide de Restauco, enfin il va y en avoir pas mal, j'ai l'impression effectivement, qui Ah, vont c'est intervenir. un Avoir de la gros lecture. sujet. Voilà, c'est un gros sujet. Du coup, il y a différents acteurs qui s'en emparent et c'est bien normal. Et chacun a son axe d'interprétation. Donc, c'est Ouais. intéressant et complémentaire, en fait. Donc, c'est Et Très bien. ce bien. qu'on voit, c'est on n'est jamais en opposition. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de prise de position. On se dit, lui, on n'est pas d'accord. Tout le monde converge en fait en se disant il faut y arriver. Mais effectivement, chacun à sa mesure, chacun avec ses équipes, avec ses financements, on comprend très bien que c'est complexe. Très bien. Oui, Je vous remercie. merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore de nouvelles questions? Sinon, nous allons mettre fin à l'atelier. Je n'ai pas l'impression. Ok. Alors, on vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir été aussi nombreux, d'être restés jusqu'à la fin aussi, c'est que c'était Et intéressant. N'hésitez pas à nous faire vos retours vraiment sur le guide, c'était vraiment un des objectifs de cet atelier. N'hésitez pas à le télécharger. Et en ce qui concerne cet atelier, donc l'enregistrement sera disponible donc sur le site de l'Arbre et sur le site web d'Écosciences Provence. ainsi que les Hum, PowerPoint aussi. oui, Et oui, je ferai parvenir de toute manière à chaque personne inscrite le lien vers le replay et les supports des présentations. Et rejoignez-nous à la charte régionale. Et puis, n'hésitez pas à Éco-Sciences Provence. On est à votre disposition aussi pour répondre à des questions plus personnelles si vous le souhaitez. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Euh,
au plaisir d'échanger bientôt avec vous et à bientôt, on espère. Merci à vous. Merci.